it has been really, for all international observers of the developments in Tunisia, a truly fascinating process to see how the constitution-making process in this country has had a very important role. And we did hear it from the Prime Minister that you were the first country in the Arab world to have a written constitution in 1861. And after the revolution, it was a lot of people involved, but a few people who had really a very central role. And one of these persons who played and play a very important role in this, it's the former chairman of the High Commission for the Preservation of the Revolution. I would like to give the word to Mr. Yad Ben Anchour. Welcome. Chers collègues, chers auditeurs, je vais vous présenter un exposé de 30 minutes à peu près sur la Révolution, la Constitution et la démocratie participative. Et d'emblée, je voudrais préciser qu'il est souhaitable de parler de démocratie participative plutôt que de démocratie directe. Car, comme l'ont montré plusieurs philosophes, notamment Jean-Jacques Rousseau, je crois que la démocratie directe, au sens plein du terme, est une chose impossible, tandis que la démocratie participative, que nous sommes en train précisément d'apprendre à gérer aujourd'hui en Tunisie, est une idée réalisable, concrète. La démocratie est à la fois un principe d'organisation et d'éthique. Sur le plan de l'organisation, la démocratie signifie qu'un régime politique doit être établi sur la base de l'acceptation et de la participation des membres de la société. La participation, qui est un aspect important de la citoyenneté, se trouve donc au cœur de la théorie démocratique. Sans être une négation des mécanismes classiques, représentatifs et électoraux, fondés sur le suffrage universel et le principe majoritaire, la démocratie participative en est au contraire un développement et un achèvement. Et je voudrais, Monsieur le Président, remercier à ce propos le Global Forum on Modern Direct Democracy d'avoir donné au cours de ces réunions de San Francisco en 2010 et de Montevideo en 2012 encore plus d'ampleur au concept de démocratie directe, que je préfère ici appeler démocratie participative, mais surtout de fonder cette démocratie sur la transparence, l'ouverture et la délibération, les trois principes fondamentaux qui ont été évoqués au Forum de San Francisco. Mais la démocratie constitue également une éthique de vie. Ce n'est pas simplement un principe d'organisation, c'est un principe de vie sociale et politique. C'est un principe que nous retrouvons par exemple au sein de l'organisation familiale. Et une société démocratique ne peut pas être gérée dans une famille qui ne l'est pas. Autrement dit, la société démocratique appelle la famille démocratique et la famille démocratique également. Et par conséquent, la démocratie, et en particulier la démocratie participative, est fondée sur le respect des droits de l'homme, les droits fondamentaux de la personne, notamment le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, à la santé, à la liberté de pensée, de conscience et de conviction philosophique ou religieuse, à la liberté d'expression par les différentes voies comme la liberté de réunion publique, de manifestation pacifique, de presse et des médias. Cependant, et là j'aimerais attirer votre attention d'une manière un petit peu particulière, aucun point de vue sur la démocratie ne peut avoir lieu sans une réflexion philosophique préalable sur les fondements même de la démocratie. Autrement dit, la question qu'on va se poser dès le début, c'est au nom de quoi pourrait-on penser que la démocratie constitue le meilleur régime politique et social pour l'homme? Il ne suffit pas de dire « j'y crois » pour convaincre. Les choix personnels, en effet, ne constituent nullement des arguments.
Et donc, la question se pose, au nom de quoi doit-on préférer le régime démocratique, par exemple la monarchie de droit divin, ou au régime théocratique, ou à la dictature? Au nom de quoi? Il faut répondre à cette question préalable. Et je voudrais m'arrêter sur cette question. Pour répondre valablement à cette question, il faut sortir la théorie démocratique de l'ornière du relativisme. Or, c'est maintenir la théorie démocratique dans le relativisme que de la rattacher à la culture de chaque société ou à son histoire particulière, ou encore de la rattacher à telle ou telle forme de civilisation. Nous entendons, hélas, souvent les ennemis de la démocratie qu'ils soient animés par des philosophies totalitaires ou par des philosophies laïques comme le fascisme, l'ultranationalisme, le communisme, ou animés par des philosophies religieuses comme l'intégrisme politico-fidéiste. Nous entendons ces ennemis de la démocratie lui reprocher d'être d'origine occidentale. Par conséquent, pour eux, toute adhésion à la philosophie démocratique constitue une aliénation culturelle, une occidentalisation de la pensée et de la culture. À partir de ce point de vue, que nous avons beaucoup entendu en Tunisie depuis la Révolution et même avant, à partir de ce point de vue, et au nom des spécificités culturelles et civilisationnelles de chaque peuple, les négationnistes de la démocratie vont se mettre à imaginer toutes sortes de théories culturalistes de la démocratie. L'un reniera radicalement la théorie démocratique, l'autre élaborera une théorie socialiste de la démocratie, un autre encore nous présentera une théorie libérale capitaliste de la démocratie, et dans ce sillage, nous aurons une conception africaine de la démocratie, une conception islamique, une conception bouddhiste, etc., etc. En fait, et en réalité, toutes ces doctrines peuvent constituer autant de négations du concept de démocratie, et si nous voulons asseoir véritablement le concept de démocratie sur des bases solides, nous n'avons d'autre choix que de le fonder sur l'homme en tant que vérité universelle, pour le sortir de l'ornière du relativisme culturaliste. Mais pour ce faire, il nous faut partir d'un principe universel, sans aucune contestation possible, un principe qui soit incontestable, un principe auquel personne ne peut dire non, et qui soit commun à toute l'humanité. Quel est ce principe? C'est maintenant à cette question que je vais répondre. Il me semble que le seul principe philosophique susceptible de servir de fondement universel à la démocratie est le principe de la non-souffrance. Le principe de non-souffrance. Seul, en effet, ce principe peut servir de fondement à l'idée démocratique et peut également être le vecteur essentiel de l'esprit de justice. L'esprit de justice, ce n'est rien d'autre que le refus du mal et de la douleur, et à partir de l'expérience de l'humain, d'une manière générale, nous pouvons dégager avec certitude que l'homme est porté par nature, voilà mon principe, l'homme est porté par nature à fuir et à rejeter la souffrance, quelle que soit cette forme de souffrance. Nous sommes ainsi faits, c'est un principe incontestable, nous fuyons la souffrance, nous évitons la souffrance, que cette souffrance soit une souffrance physique ou une souffrance morale. Tout homme, n'est-ce pas, au cours de toute sa vie, fait tout ce qui est en sa possibilité pour éviter toutes les formes de souffrance, que ce soit la maladie, la mort ou le chagrin, etc., etc. Et, par conséquent, la source de l'esprit de justice réside dans la perception que tout homme peut avoir lui-même de la douleur, de la misère ou de l'humiliation. Perception à partir de laquelle il définit l'acceptable et l'intolérable. Par notre expérience directe de la souffrance, puis par la transposition de cette expérience personnelle sur les autres, nous pouvons conclure que le principe de non-souffrance est le socle sur lequel nous pouvons solidement établir la philosophie de l'humain. Et ce n'est qu'à partir de ce principe, qui n'est pas un principe a priori, mais un principe d'expérience,
que nous pouvons établir la règle morale absolue acceptée par toutes les civilisations et les cultures humaines, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. Le principe de non-souffrance régit par conséquent les trois dimensions de l'homme, la dimension matérielle ou corporelle si vous voulez, la dimension spirituelle et la dimension sociale. Dans sa dimension corporelle et matérielle, l'homme a universellement, je dis bien universellement, tendance à protéger sa vie, reculer au maximum son terme en prenant soin de son corps, de sa nutrition et de sa santé. Par conséquent, le droit à la vie, au bien-être et à la santé, ainsi que la protection de l'intégrité physique, constitue le principe premier de toute philosophie morale universelle, et donc de toute philosophie qui veut fonder la démocratie. Mais l'homme n'est pas que cela, l'homme, heureusement, n'est pas que corps et que matière. Il est également par essence, ou est devenu par évolution, un être pensant et parlant. Sa nature rationnelle, exprimée par le langage, fait également partie de sa nature, et par conséquent, toute entrave à la liberté de penser de l'homme ou à sa liberté de s'exprimer, d'exprimer sa pensée, constitue une souffrance. Par conséquent, par sa nature même d'être humain, l'homme est porté à rejeter toute entrave à sa liberté de conscience, de pensée et de croyance ou de sentiment, ainsi que toute entrave à sa liberté de s'exprimer par le langage, par les arts et par les techniques. Enfin, la troisième dimension de l'homme est d'être constitué en groupement social. Les uns, comme les Grecs, ont exprimé cette vérité en disant « l'homme est un animal politique », zoon politikon. Les autres, comme les Arabes, ont exprimé cela en disant « l'homme est par nature un animal civique », al-insanu madaniyun bit-taba', ce qui revient au même. À ce titre, l'homme est naturellement, je dis bien naturellement, porté à participer à la vie civile et politique de son groupe social, qu'il soit tribal, qu'il soit national, qu'il soit républicain, qu'il soit monarchiste, que ce soit en se portant candidat aux charges et aux responsabilités politiques, ou que ce soit en désignant lui-même par voie d'élection ou de toute autre forme de représentation les personnes qui exerceront ces responsabilités en veillant à l'équilibre entre l'ordre de tous et la liberté de chacun. Il faut enfin ajouter que l'homme, dans sa société, ne souffre pas l'injustice, la discrimination et l'inégalité. Il est vrai que l'aliénation et la servitude volontaire lui ont fait parfois accepter, par contrainte, ce qui n'était pas acceptable, c'est-à-dire l'esclavage, le servage, l'apartheid, la discrimination homme-femme, etc., etc. Mais ces perversions se sont incrustées dans les mœurs, les coutumes et les traditions pour finir par constituer l'aliénation de l'être humain en société. Il est arrivé d'ailleurs, on en est parfois arrivé, à les considérer comme acceptables et naturels, comme nous le prouve l'histoire de la pensée politique. Mais par l'effet des révolutions politiques, philosophiques, religieuses, scientifiques, l'homme a réussi peu à peu à lever cette chape de plomb qui pesait sur son esprit et le maintenait prisonnier du conformisme social et de l'aliénation. Et la Tunisie vient d'en faire l'heureuse expérience avec la Révolution. Ainsi, la démocratie doit donc se situer au-dessus des spécificités culturelles. Elle est constitutive de l'homme. Elle fait partie de sa nature psychique et corporelle. L'homme est né pour être démocrate, je pourrais dire, sur le fondement du principe universel de non-souffrance. L'homme est né libre. Les hommes sont égaux. L'homme est un être pensant. Il a donc entièrement droit à la liberté de penser. Il est un être parlant. Il a donc droit à une entière liberté de s'exprimer. Il est enfin un être politique. Donc, il a le droit d'élire, d'être représenté, de participer directement à la direction des affaires publiques.
toutes ces libertés, tous ces droits, reconnus par la Déclaration universelle des droits de l'homme et par le pacte sur les droits civils et politiques, n'appartiennent à personne. Ils n'appartiennent ni à la culture européenne, ni à la culture africaine, ni à la culture chinoise, ni à la culture religieuse, ni à la culture laïque, ni à la modernité, ni à la tradition. Ils font partie quasiment de notre patrimoine génétique, universel et naturel commun, parce qu'ils font partie de l'être humain. La révolution tunisienne de 2011, que Benjamin Stora a appelée le 89 arabe, fait partie des grandes fractures de l'histoire tunisienne et du monde arabe. C'est la première fois qu'une révolution démocratique de type moderne, j'insiste bien sur ce mot, une révolution démocratique de type moderne, a lieu contre la tyrannie, fait tomber un régime au nom de la dignité et de ses dérivés. Par là, la révolution signait la caducité et l'annulation de 3 idées. D'abord, celle de la démocratie importée d'Occident. Deuxièmement, celle de l'exception arabe autoritaire dans un monde en voie de démocratisation. Et enfin, celle de la passivité du peuple et son incapacité à conquérir ses droits par lui-même. Avec la révolution tunisienne, ces 3 murs sont tombés. Le mot révolutionnaire, écrivait Condorcet, ne s'applique qu'aux révolutions qui ont la liberté pour objet. Personnellement, je dirais plutôt qu'aux révolutions qui ont pour principe l'esprit de justice. La liberté en fait partie. La révolution tunisienne fut animée, dès ses premiers jours, par des slogans et des actions de type prométhéen. Dans ce contexte, l'expression de la légitimité révolutionnaire, rappelez-vous, ce n'est pas très loin, le peuple veut, ash-sha'bu yurid, a quitté le cercle de la souveraineté creuse du discours pour s'inscrire dans l'épaisseur de l'histoire, tout en gardant son ancrage au discours juridique et constitutionnel. Il a désormais investi la conscience et l'action politique réelle. Le peuple veut, ash-sha'bu yurid, un État nouveau, un homme libre, une femme libérée, une société juste, des régions équilibrées, une constitution démocratique fondant une citoyenneté républicaine en rupture avec l'ordre ancien de la servitude. Dès les premiers moments de la Révolution en 2011, en janvier 2011, la Révolution prit la forme d'une revendication constitutionnaliste. Cette revendication qui s'inscrivait dans la longue tradition constitutionnaliste tunisienne, comme l'a rappelé le chef du gouvernement tout à l'heure, puisqu'il a évoqué le pacte fondamental de 1857 et puis la constitution de 1861. Donc cette revendication qui s'inscrivait dans la longue tradition constitutionnaliste de la Tunisie déboucha effectivement sur l'élaboration et l'adoption d'une constitution le 27 janvier 2014, dont l'une des caractéristiques fondamentales consiste à consacrer l'idée de démocratie participative. C'est cette démocratie participative et inclusive qui a permis le dépassement des crises graves, très graves, que la Tunisie a connues au cours de cette période transitoire. 2 points vont retenir maintenant mon attention. Le premier, c'est que la Constitution elle-même a été élaborée grâce à des méthodes inclusives de participation qui débordent largement le cadre strictement légaliste et formel de l'Assemblée nationale constituante. C'est mon premier point. Mon deuxième point, ma deuxième idée, c'est que la Constitution elle-même consacre les principes de la démocratie participative au niveau des principes, des techniques et de l'organisation territoriale. La démocratie participative dans l'élaboration de la Constitution. La période transitoire qu'a connue la Tunisie entre la Révolution et la Constitution a été marquée par des crises, des blocages, par surtout la précarité des gouvernements successifs. Cet état de précarité et de relativisme va déteindre sur tous les aspects de la vie politique. Et en particulier, il va toucher le principe qu'on croyait absolu de la souveraineté populaire exprimée par le suffrage universel direct et par la représentation majoritaire. Même ce principe va être atteint par le relativisme. Dès sa mise en œuvre, le 23 octobre 2011,
ce principe de la démocratie va devenir l'objet de contestation. Cette remise en cause du principe électoral majoritaire ne se limite d'ailleurs pas à la Tunisie. Le Congrès national général libyen, élu le 7 juillet 2012, va connaître le même sort. Dans ces périodes transitoires, soumises à des crises inévitables, des principes démocratiques aussi absolus que le principe majoritaire vont perdre par voie de conséquence leur valeur symbolique et réelle. Le compromis consensuel de tous va alors devenir à l'encontre des principes juridiques et des règles les mieux établies, le mode de gouvernement de la transition démocratique et le mécanisme adéquat pour l'adoption de la Constitution. En effet, le vote, indépendamment du fait qu'il est aléatoire en l'absence de majorité absolue, est susceptible, en période transitoire, d'aggraver les tensions et de bloquer les processus d'adoption des décisions, et notamment l'adoption de la Constitution. Le vote, en effet, consacre et rend bien visibles les divisions et les discordes entre majorité et minorité. Il n'est pas de nature à favoriser l'apaisement et la concorde dans une période transitoire. Il doit donc être évité dans cette période caractérisée par la turbulence sociale et politique. Cette contrainte est devenue impérative par suite de l'obligation de la Constitution d'être adoptée à la majorité des 2/3 des membres de l'Assemblée nationale constituante, ce qui n'est possible qu'avec un consensus très large. À défaut de cette majorité, le projet de Constitution serait soumis au référendum, ce qui aurait pu constituer un saut dans l'inconnu. Le consensus devient ainsi une nécessité pour garantir le vote, en particulier lorsqu'il fait face à des divergences sur les valeurs et non pas seulement sur les moyens. Nous avons appelé cela en Tunisie le tawafuq, l'accord par consensus. Pas seulement le consensus, mais l'accord par consensus, car dans le mot tawafuq, il n'y a pas uniquement le consensus, il y a que l'on doit finir par un accord. Ittifaq, tawafuq, il faut qu'il finisse par un accord. En Tunisie, nous avons en effet entendu très souvent cette revendication, dès le début, dès l'installation de l'Assemblée constituante. Une constitution pour tous. Dusturun lil jami'. Cela sous-entend que la constitution ne peut être uniquement l'œuvre des députés qui ont été précisément élus pour l'élaborer, mais celle qui réunira l'ensemble des groupes et des acteurs par voie de consensus participatif. Nous sommes en définitive dans une situation où la légitimité démocratique que nous avons tant espéré et qui fait incontestablement partie des grands objectifs de la Révolution, se trouve complétée par une légitimité de type consensuel en raison de la nature même de la période transitoire. Autrement dit, le principe majoritaire étant susceptible de devenir un facteur de division, de tension ou de crise, il convient de lui substituer un mode plus malléable et plus contrôlable de prise de décision qui réunisse le maximum d'adhésion et sauvegarde l'unité nationale. Autrement dit, le mode consensuel de prise de décision, at-tawafuq, a cette double vertu de faire prévaloir la décision informelle sur les procédures formelles, ce qui ne veut nullement dire qu'il n'est pas institutionnalisé. En effet, il peut connaître plusieurs formes d'institutionnalisation, comme le dialogue national en Tunisie, le congrès du dialogue national global au Yémen ou encore la conférence du dialogue national libyen. Il faut cependant remarquer que pour réussir, ce mode consensuel requiert un certain nombre de conditions minimales préalables. Ces conditions existaient en Tunisie, d'où le secret de la réussite. Mais malheureusement, il n'existait pas et n'existe toujours pas au Yémen ou en Libye. Une situation de crise trop forte, dans laquelle les différentes positions des acteurs deviennent inconciliables, ne peut pas encourager le recours au consensus. Et nous avons vu l'échec du consensus dans 2 pays arabes, la Libye et le Yémen. Le consensus nécessite
souvent une minutieuse préparation. Il exige également un mécanisme ou, en d'autres termes, un process, comme disent les Anglais, une enceinte à l'intérieur de laquelle se déroule l'échange des points de vue entre les différents acteurs en compétition. Pour clarifier le débat, apprécier la portée et l'effet des concessions, renoncements, renonciations des uns et des autres, prendre enfin ensemble la décision finale sur telle ou telle question, force est d'instituer un processus de dialogue. Ce processus de dialogue, en particulier dans le cas où il prend une dimension nationale, peut se révéler salutaire pour tout le pays. C'est ce qu'a révélé d'une manière remarquable l'expérience tunisienne après l'assassinat du grand militant Mohamed Brahmi le 25 juillet 2013. La crise politique majeure que cet assassinat a provoquée, après celui de Chokri Belid le 6 février 2011, l'occupation de la place du Bardo par les protestataires, le retrait des députés de l'opposition de l'Assemblée nationale constituante, la suspension des travaux de l'Assemblée par son président, par la décision de son président, l'apparition du mouvement Tamarrud, aussi bien en Égypte qu'en Tunisie, la prise du pouvoir de l'armée, par l'armée en Égypte, la déliquescence de l'État en Libye, la flambée du terrorisme. Seul le dialogue national, qui est une forme d'exercice de la démocratie participative, a pu sortir le pays d'une des plus dangereuses crises politiques de son histoire. Ce dialogue, ouvert le 5 octobre 2013, rassembla les 21 partis politiques les plus importants et fut initié par l'Union générale des travailleurs tunisiens, l'UGTT, puis placé sous l'égide des 4 organisations nationales, l'UGTT, l'UTICA, la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme et l'Ordre national des avocats tunisiens. Ce dialogue s'articulait autour d'une feuille de route, Kharitat al-Tariq, qui est une technique extrêmement importante du dialogue national, qui, après plusieurs incidents de parcours, fut enfin signée par l'ensemble des protagonistes. La feuille de route est l'une des techniques utilisées dans le cadre global du consensus. Il s'agit, dans un document écrit et signé par l'ensemble des parties en présence, de définir des actions échelonnées sur un calendrier déterminé, en vue de résoudre les crises et de trouver des solutions de compromis sur tous les problèmes en suspens ou les questions qui font l'objet de litiges. Mais cela ne constitue nullement, contrairement à ce qu'on a pu dire, cela ne constitue nullement une négation des procédures formelles et légales. En effet, pour respecter le droit, il est impératif de retourner devant les instances représentatives officielles et légitimes, c'est-à-dire l'Assemblée nationale constituante en Tunisie. Et les partisans du dialogue national, et notamment l'UGTT, a beaucoup fait pour rappeler tout le temps que le retour aux institutions légitimes et officielles était impératif. Le consensus, le dialogue national, la feuille de route ont pleinement réussi en Tunisie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont toujours fait retour aux institutions représentatives et à la loi. Autrement dit, les processus de consensus que nous évoquons constituent en réalité un mélange très fin, très équilibré et harmonieux entre le politique et le juridique. La politique permet au droit de se surpasser, de dépasser ses insuffisances, mais le droit permet à la politique de se renforcer et de se pérenniser en revenant au principe central de la démocratie qui est l'état de droit. Sans l'état de droit, la politique serait livrée à elle-même et vivrait constamment dans un état d'instabilité et de précarité. Sans la politique, le droit serait victime de ses abstractions et de son formalisme. Cette démocratie participative a donc en définitive facilité l'adoption de la constitution tunisienne qui, très tôt, a été posée comme l'objectif principal de la révolution. En contrepartie, la Constitution elle-même a consacré la démocratie participative au niveau de ses principes, mais également au niveau de ses techniques, avec un regret cependant, il faut que je le dise, c'est que le constituant a laissé de côté le référendum sur initiative populaire. Je pense qu'un autre jour, je ne sais pas exactement quand, il faudrait remettre cette idée dans le souvenir des Tunisiens pour que,
on achève notre démocratie participative avec la technique du référendum sur initiative populaire. Maintenant, je passe à ma deuxième grande idée, c'est la démocratie participative dans la Constitution. Ce n'est plus la démocratie participative pour l'élaboration de la Constitution, comme je viens de l'indiquer, mais la démocratie participative dans la Constitution. Comme je l'ai déjà indiqué, la démocratie participative ne remet pas en cause les techniques classiques de la démocratie, c'est-à-dire les processus électoraux. Elle l'enrichit. Elle enrichit le processus électoral. Elle l'enrichit d'une dimension nouvelle. Où, sur quel point exactement la démocratie participative enrichit-elle la démocratie classique? Eh bien, elle l'enrichit sur le plan du temps politique. Le temps politique, az-zaman as-siyasi. En effet, la démocratie participative tend à corriger le caractère saisonnier et discontinu des processus électoraux en établissant des modes permanents de gestion démocratique. Autrement dit, elle remplace la discontinuité du temps politique par la permanence. Les élections, en effet, se déroulent à intervalles de temps plus ou moins longs, 4 ans, 5 ans, 6 ans, cela dépend des pays. Et en se déroulant de cette manière, il laisse des intervalles de temps vides. La démocratie participative remplit les intervalles du temps politique et donne encore plus de consistance à la souveraineté du peuple. Sur le plan de la responsabilité et de la prise de décision, la démocratie participative élargit le cercle des intervenants aux différents acteurs de la société civile en dépassant le monopole politique des autorités publiques d'un côté et des partis politiques de l'autre côté. Le préambule de la Constitution nouvelle de la Tunisie consacre le principe de la démocratie participative dans son paragraphe 3. Je le lis. En vue d'édifier un régime républicain démocratique et participatif dans un État civil où la souveraineté appartient au peuple par la loi de l'alternance politique au pouvoir, à travers des élections libres, sur le fondement du principe de la séparation des pouvoirs, etc., etc. Quand je lis ce paragraphe 3 du préambule, j'en conclus qu'il est clair et que la République, la démocratie électorale, l'alternance au pouvoir, le respect des libertés et de l'état de droit ne sont nullement en contradiction avec la démocratie participative. Cette dernière ne peut pas se limiter au niveau de l'État central. Les collègues qui sont intervenus avant moi l'ont dit, elle se réalise par une véritable décentralisation. Et c'est dans l'article 139 du chapitre 7 de la Constitution, le chapitre 7 qui est très significativement appelé le pouvoir local. Le pouvoir local. Dans la Constitution tunisienne, on ne parle pas comme dans la Constitution de 1959, des autorités locales ou des collectivités locales, mais on a utilisé l'expression, et c'est volontaire, et ça a été discuté au sein de l'Assemblée nationale constituante, et les députés l'ont voulu, nos constituants l'ont voulu, le pouvoir local. C'est extrêmement significatif. Eh bien, dans ce chapitre intitulé « Le pouvoir local », l'article 139 dit ceci, où on peut le traduire de cette manière, « Les collectivités locales adoptent les mécanismes de la démocratie participative. » Vous voyez, nous étions en train d'attendre votre rencontre de Tunis. Les collectivités locales adoptent les mécanismes de la démocratie participative et les principes de la gouvernance ouverte afin de garantir la plus large participation des citoyens et de la société civile à la préparation des projets de développement et d'aménagement du territoire et le suivi de leur exécution conformément à la loi. Fin de la citation. Nous retrouvons dans cet article, Monsieur le Président, les 3 principes fondamentaux que vous avez évoqués au cours de votre rencontre de San Francisco, c'est-à-dire la transparence, l'ouverture sur la société civile et le dialogue constant entre cette dernière et l'autorité publique locale, et enfin la délibération la plus large des citoyens.
le constituant tunisien, par la fermeté de son adhésion au principe de la démocratie participative, a été évidemment animé par les avantages qu'un peuple peut tirer de ce principe moderne de gouvernement. Quels sont les avantages? Le premier, c'est tout d'abord d'intégrer l'individualité de chaque personne dans le corps général et global de la citoyenneté. Dans toute entreprise politique, en effet, l'ego individuel doit trouver son compte par l'intégration au tout. En effet, ou bien l'ego doit être satisfait de son intégration au tout, ou bien le risque est grand que cet ego verse vers les actions intempestives, la sécession ou l'anarchie. Autrement dit, la démocratie participative est le meilleur antidote au poison de l'anarchie. Le deuxième avantage incontestable de la démocratie participative, c'est qu'elle contribue à éclairer l'opinion des décideurs. La consultation, la discussion, la négociation ne peuvent que consolider à la fois la justesse et la justice de la décision finale. Un décideur éclairé est évidemment meilleur qu'un décideur ignorant et précipité. Évidemment. Chacun doit garder son rôle et sa fonction. Et le décideur n'est pas astreint à suivre les tendances qui se dégagent à partir de la participation citoyenne. Il doit garder entière sa responsabilité. Un décideur qui renoncerait à sa responsabilité uniquement pour suivre les tendances générales de l'opinion verserait dans le popularisme et serait un décideur démagogue. Or, le règne du démagogue est le pire des dangers qui peuvent guetter le gouvernement démocratique. Un décideur doit décider en toute connaissance de cause, c'est évident, mais également il doit décider en toute responsabilité. Donc, bien comprise, la démocratie participative renforce l'État républicain. Hélas, excusez-moi de terminer et de finir et de conclure par une note de mise en garde quand même, car rien dans ce monde n'est arrosé par de l'eau de rose, rien dans ce monde n'est totalement blanc, rien dans ce monde n'est totalement pur. Et ce que je voudrais évoquer en conclusion, pour terminer mon exposé, c'est que la démocratie participative connaît des risques. Et je peux dire à mes amis, je vois ici des responsables politiques, des députés, etc., je voulais leur dire que nous sommes actuellement en Tunisie de vivre les dangers de la démocratie participative et qu'il faut faire extrêmement attention. N'est-ce pas, nous sommes en train de danser sur la corde raide et je voudrais dire que le problème de la démocratie participative, c'est un problème de responsabilité, c'est un problème de consultation, mais également de responsabilité, et que donc il faut éviter les dangers et les risques. D'abord, la démocratie participative, indépendamment du risque de renonciation du décideur à sa responsabilité par simple suivisme ou démagogie, pourrait avoir tendance à favoriser le corporatisme. En effet, les membres d'une institution quelconque, d'une corporation, d'une faction sociale, d'une catégorie professionnelle, les professeurs, les juges, les avocats, les médecins, les pharmaciens, nous exerçons tous des métiers aussi honorables, aussi prestigieux les uns que les autres. Mais les membres de ces corporations, de ces catégories professionnelles ont naturellement tendance à défendre les intérêts proprement subjectifs et collectifs de leur catégorie, de la catégorie à laquelle ils appartiennent. La pire des démarches serait de confondre l'intérêt de leur catégorie avec l'intérêt général et leur volonté subjective avec la volonté générale. Adopter cette démarche déboucherait sur le corporatisme et dans le même sillage sur le triomphe des intérêts particuliers et des forces financières sur l'intérêt général. Par conséquent,
toute réforme, que ce soit la réforme de l'armée, la réforme de la justice, la réforme de l'enseignement supérieur, la réforme de l'enseignement primaire, la réforme de l'enseignement secondaire, la réforme de la police, tout ce que vous voulez, toute réforme concernant une catégorie sociale donnée ne peut s'aligner entièrement sur les revendications particulières de cette catégorie, mais toujours les ramener aux exigences du bien commun. Le corporatisme, en effet, est le plus grand ennemi de la démocratie participative. Et le concept de participation doit faire prévaloir, comme le dit l'article 139 de notre Constitution, la plus large participation des citoyens et non pas simplement la plus large participation d'une catégorie de citoyens. Un autre danger guette la démocratie participative. Il s'agit du retour sur la scène politique des couches ensevelies d'une structure sociale dépassée. Par exemple, dans une société qui n'a pas encore totalement dépassé les allégeances ethniques ou tribales, il serait préjudiciable à l'unité nationale que la démocratie participative favorise la réactivation excessive du passé. Il serait préjudiciable que le passé dirige le présent. Le passé doit rester le passé et n'a aucun droit à perturber ou troubler la marche du présent vers un avenir meilleur. Le passé doit devenir culture, doit devenir souvenir, doit devenir tradition, récit, sève de la culture et de la dimension sociale de l'homme, mais ne peut pas s'insurger contre l'émancipation ou le progrès d'une société, ni contre les mécanismes électoraux destinés à dégager une majorité de gouvernement par le jeu du suffrage universel. Le passé, autrement dit, ne peut pas devenir le futur du présent. Pour éviter ces dangers et ces risques, il n'y a nul autre moyen que l'exercice de la responsabilité. Le sens démocratique de l'autorité des institutions publiques de l'État, désignées par le suffrage universel. Mon dernier mot, c'est qu'une démocratie pour chacun, un État pour tous, une démocratie pour chacun, un État pour tous, tel est le véritable sens de la démocratie participative. Je vous remercie.